Chers internautes de BL TV, bonsoir, bonjour selon le temps où vous nous recevez chez vous. Aujourd'hui, nous avons invité le colonel à la retraite Pascal Tawes pour opiner sur une actualité qui agite beaucoup la toile, l'arrestation du frère Onvi, et nous allons également aborder plusieurs autres questions qui, quand même, ne sont pas des moindres. Pour animer cette émission, je suis avec mon confrère Arnaud Komondji. Bonsoir, monsieur Arnaud. Bonsoir, cher confrère Lazare. Merci. C'est un honneur d'animer cette émission et où nous recevons effectivement le colonel Tawes, une personnalité importante de ce pays. Exactement. Colonel Pascal Tawes, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre studio. Et sans plus tarder, nous allons parler un peu de cette actualité qui agite beaucoup la toile. C'est bien sûr l'arrestation du frère Onvi. Vous êtes une personne qualifiée pour opiner sur cette question. Que savez-vous de ce qui s'est passé de l'autre côté de Lomé, au Togo? Bon, j'ai appris comme vous l'arrestation de notre compatriote Steve Amoussou Onvi. C'est une préoccupation qu'il faut prendre au sérieux. Je nous suggère d'avoir de la retenue. Parce que notre compatriote est dans les mains des autorités établies, aussi bien du Togo que du Bénin. On doit leur faire confiance pour qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été établis. Ayons de la retenue, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, colonel, effectivement, nous devons avoir de la retenue. Les gens doivent avoir de la retenue dans cette situation concernant cette affaire du frère Onvi qui a été arrêté. Mais au regard de la manière dans laquelle les choses se sont passées, bon, pour le profane, il y aurait, je dirais, une certaine dichotomie dans la procédure. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez constaté sur la toile, beaucoup ont réagi par rapport à cela. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question-là et qui anime seulement la toile? Parce que les gens se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut d'autant parler d'ailleurs de kidnapping, si je ne me trompe pas? Bien sûr. Alors, est-ce que c'est un kidnapping? Est-ce que c'est une arrestation? Vous qui êtes du milieu, expliquez-nous un peu comment fonctionne cette procédure, puisque vous êtes de l'armée, vous connaissez un peu cette procédure-là. Bon, nous sommes devant une situation où chacun se défoule en s'appuyant sur sa déformation professionnelle, personnelle. Dans le cas d'espèce, et par rapport à mon job antérieur, parce que je suis retraité maintenant, je parlerai d'une interpellation nocturne du type policier. Je souhaite qu'on évite des interprétations tendancieuses pour ne pas parler d'une affaire que nous ne maîtrisons pas très bien. Je sais qu'il est en de très bonnes mains et notre État a de très bonnes manières de s'occuper de ce genre d'affaires. Avec votre formation de base qui vous permet d'opiner sur cette question, qu'avez-vous à dire à l'opinion publique qui, à mon humble avis, devant les faits, si je comprends bien, surtout que certaines personnes mal qualifiées qui avancent certains termes pour qualifier ce qui s'est passé? Mes amis, nous travaillons sur le signe du changement, de la rupture. Et pour ce que nous savons, le président Patrice Talon, vous savez qu'il est de Boukomé. Ça, je ne sais pas. Il est de Boukomé. Et nous l'appelons Ochado Yamayo, c'est-à-dire l'homme de Kotiagou tempérant. Okay. Et il ne s'affole pas devant des situations. Et je crois que sous son règne, ne paniquons pas. C'est ça.
notre compatriote est dans de très bonnes mains. Et vous aurez l'occasion certainement de lui serrer la main ou d'aller lui rendre visite. C'est ce que je peux vous dire. Bon, c'est normal, hein, le colonel fait partie d'un corps, comme on le dit, la grande muette. Il ne laisse pas circuler les informations autant qu'un civil. Je pense que c'est pourquoi le colonel est un peu réticent sur certaines choses. Mais alors, si dans le cas d'espèce, c'est vrai qu'il est dans les mains de la justice, qu'est-ce qui peut advenir de lui actuellement? Est-ce qu'on peut espérer que à la fin du travail de la justice, je sais pas, il puisse bénéficier d'une libération ou bon, c'est vrai, vous n'êtes pas libéré, mais qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui dans cette situation au regard de l'ampleur, je dirais presque internationale de ces chroniques qui ont mouvementé un peu le pays, mon colonel? Nous sommes chez nous. Nous nous connaissons. Et nous travaillons pour nous-mêmes sous le signe du régime de la rupture, avec une justice flexible et ayant le sens de l'humain. Il ne sera pas condamné à mort, il ne sera pas torturé, il va tout simplement être écouté par rapport aux charges qu'on retient contre lui. Oui, mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, et quand nous écoutons un peu la toile, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, ben, c'est clair que forcément il va être tué, et que parce que l'affaire s'est ébruitée, qu'il est encore en vie, sinon on l'aurait déjà tué. Je me suis dit, ben, écoutez, nous ne sommes pas sous un régime dictatorial pour qu'on puisse en arriver là. Donc, comme l'explique le colonel, je vous dis, en réalité, il y a plus de peur que de mal. c'est ça. Je ne sais pas, vous comparez notre régime par rapport à quel régime où il n'y a pas de genre d'arrestation. C'est des choses qui arrivent dans des différents États où on n'en parle plus. Mais si lui, il a déjà été écouté par ses avocats qui ont témoigné qu'il se porte bien, qu'il a le moral, on doit être fier. Maintenant, oui, mon colonel, alors, au regard de la manière dont l'arrestation est arrivée, est-ce que cela ne pourrait pas créer un incident diplomatique entre le Bénin et le Togo? Bon, le Bénin et le Togo, deux pays frères, hein, deux républiques sœurs. Hein. Ce qui a été fait, les Togolais suivent la procédure. S'ils veulent venir les saluer, ils vont venir le saluer. Moi, je ne vois pas de point d'homme là. Lui-même n'est pas un diplomate. C'est quelqu'un qui est recherché par la police de chez lui, qui allait le chercher, comme on aurait pu venir chercher un Togolais ici. Vous savez que moi, j'ai eu à traverser le désert. J'ai eu à séjourner au Togo. Les Béninois sont arrivés, Alain Koïto m'a cherché, et d'autres sont venus ici chercher les Togolais. Nous sommes les mêmes et nous travaillons pour nous-mêmes, pour la paix dans la sous-région. Mais dans le cadre de ce genre de procédure, il y a une manière, ça ne s'est pas fait parce que je me souviens, dans le cas de l'affaire KGB, si vous vous souvenez bien, pour pouvoir l'arrêter au Togo et le ramener au Bénin, il y a eu collaboration entre les deux États et la police ici est allée récupérer, le rechercher au Togo et ils ont traversé la frontière, ils sont arrivés. Mais cette fois-ci, le tout s'est passé. Je pense que c'est pourquoi les gens essaient de l'interpréter de différentes manières. Ainsi de suite. Bon, je crois qu'au regard de l'explication donnée par le colonel, bon, les choses vont plus ou moins rentrer un peu dans l'ordre. Il y a la stabilité au Togo et au Bénin, il y a la confiance, il y a la collaboration. Notre compatriote Steve n'est pas un diplomate de carrière. C'est un citoyen qui a un problème particulier avec les autorités de son pays. Est-ce que la police béninoise a collaboré avec la police togolaise? Personne ne peut vous dire oui ou non s'il n'a pas été instruit pour faire l'opération. Ce qui est important pour nous, c'est d'éviter des procès d'intention et des interprétations tendancieuses. Parce qu'il y a plus de peur que de mal. Merci, colonel. Vous avez parlé là de procès tendancieux. Et je voudrais vous demander, vous avez fait le renseignement
du général Mathieu Kérékou, est-ce qu'en votre temps, il y a eu de ces cas que vous avez eu à gérer? Parce qu'on parle du colonel quand même. C'est un homme dans ce pays. Bon, j'espère que vous n'allez pas me lapider parce que d'autres me considéraient comme un tortionnaire. Non. Non, en réalité, pour des raisons d'État, de telles opérations peuvent être effectuées dans la discrétion et dans la collaboration. C'est ça. Alors, quand on n'est pas dans le secret du système, il faut éviter de vouloir interpréter ou parler des choses à la place de ceux qui ont été inscrits pour faire le travail. Ce qui est vrai, il n'y a pas un régime au monde entier qui n'ait pas ses citoyens qu'il faut sauver ou qu'il faut récupérer pour les écouter et mieux comprendre comment servir la nation. Exactement. C'est dans cet esprit-là. Okay. Voilà. C'est pour bénéficier de sa contribution. Parce que quand il part loin, moi par exemple, quand j'étais aux États-Unis, les gens m'ont dit, ah, colonel, tu étais ci et ça. Ce qu'on dit étant dehors, quand tu rentres, tu vois clair dans le dispositif et tu dois changer d'avis. Il n'y a que les fous, les toqués qui ne changent pas de décision. L'homme doit être flexible et s'adapter à la réalité du terrain. Il est rentré chez lui pour mieux apprécier la situation et vous donner le nouvel avis. C'est tout. Oui, le colonel parle d'une histoire parce qu'effectivement, en son temps, et parlant de lui-même, il y a eu beaucoup d'interprétations. Le colonel a été envoyé loin, il y a eu des choses. Mais aujourd'hui, le colonel est au pays et je crois que tout se passe très bien. Ouais, j'ai vu, vaut mieux que j'ai entendu. Il va voir lui-même la réalité du terrain et puis on verra son témoignage. Exactement. Alors, monsieur le colonel, nous allons continuer avec cette affaire d'incarcération de Rekia Madougou depuis bientôt quelques années. Que dites-vous de la situation qui semble ne pas être claire aux yeux de plusieurs Béninois? Rekia Madougou, c'est une de vos sœurs. J'ai toujours entendu parler d'elle. Elle est capable et elle jouit aussi d'une grande capacité d'affaires. Et ce sont ses propos et ses actes en son temps qui l'ont amenée dans sa posture actuelle où vous savez qu'elle se trouve. C'est ce que je peux dire. Et elle a besoin de soutien matériel et immatériel pour survivre. C'est tout ce que je peux dire. Au regard de tout ce qui effectivement a tourné autour de cette question-là, l'ONU, le groupe de travail de l'ONU a opiné, a trouvé que les charges qui étaient retenues contre elle n'étaient pas totalement avérées. Son parti, les démocrates, sont allés rencontrer le président pour négocier sa libération. Alors, ne pensez-vous pas qu'au-delà de tout ça, est-ce qu'il ne serait pas bien que finalement cette affaire-là soit réglée et qu'elle soit finalement libérée pour que la paix, en grise, bien sûr qu'il y a la paix, mais que cette tension qui, due à son incarcération, puisse être levée dans le pays? Mes amis, vous savez, moi, je ne suis pas tellement motivé pour verser dans des mascarades qui ne relèvent pas de ma compétence. Madougou Rekia est devenue Madame Ahéhénou Gérard à partir du mois d'août 2012. Donc sur le terrain humanitaire, tout ce qui lui est arrivé et tout ce qui s'agite autour de lui, ça devait être la responsabilité de son époux. Alors dans tout ce que vous faites, quand je ne vois pas le point de vue ou les témoignages de son époux, ça me donne l'idée de rechercher le contact avec l'intéressé pour que nous puissions bénéficier aussi de ses efforts pour sortir son épouse de la situation où elle se trouve. Les autres formes d'intervention, ONU, ceci ou cela, c'est bien. Mais sur le terrain humanitaire et familial, c'est plus intéressant quand on recherche la vie de son époux. Mais cette affaire a pris une ampleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nationale et internationale. Alors, au regard de ça, est-ce qu'il ne serait pas bien, c'est vrai, sur le plan familial, je dirais, marital, son mari doit intervenir
Mais étant donné que l'affaire a pris cette ampleur-là, quel est le regard du colonel? Est-ce que bon, elle doit rester là où elle est, ou la justice, ou le président doit être magnanime pour essayer de la libérer? Et aussi, il y a aussi le professeur Joël Aïvo qui est là. Alors, tous ces opposants-là et qui sont là pour plus ou moins un peu la paix dans le pays, est-ce qu'on ne va pas appeler un peu à une magnanimité du président pour que la tension puisse baisser dans le pays, mon colonel? Bon, c'est une préoccupation à se mettre à l'appréciation du président. Je n'ai pas un avis motivé dessus. Parole du colonel. Comme je l'ai dit, les forces de l'ordre sont toujours directes et la grande muette agit toujours. C'est dans les gènes. Ok, on le prend comme ça. Merci, mon colonel. Nous allons continuer avec cette affaire de l'Atakora taxée de zone rouge. Et souvent, plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre cette question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le cadre qu'on peut donner, cadre viable qu'on peut donner à ce département? Et je ne te coupe pas la parole, mais je dirais même déjà, alors pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui a occasionné pour qu'on puisse taxer cette zone-là de zone rouge, et quelles sont les actions qui sont menées là d'aussi atroces pour que cette zone soit taxée de zone rouge? Parce que parfois, dans la compréhension de certaines personnes, si c'est zone rouge, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le colonel étant du corps, il pourra bien nous détailler cette affaire avant d'opiner sur ce que tu viens d'évoquer. Bon, en réalité, l'Atakora est victime des machinations de faux types, des citoyens de mauvaise foi. C'est ça. Parce que des fautes connexes minables qu'on vit partout sous forme de procès d'intention, délit de droit commun, crimes ponctuels, c'est ça que certaines presses occidentales ou nationales, ceux que nous avons appelés les valets locaux de l'impérialisme international, utilisent pour diaboliser notre pays. C'est ça. Sataniser l'Atakora. Rien ne se passe là-bas qu'on ne voit pas ailleurs. Exactement. Quand le président Yahi Boni était au pouvoir, il y a eu un assassinat d'une jeune fille, Catherine. Elle est du corps de la paix. Elle est américaine. Elle est de l'État de Géorgie. Mais personne n'a jamais rougi au Hockey. Mais il y a des enlèvements un peu partout au Bénin, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais tous ces coins ne prennent pas la couleur rouge. Alors ils se disent couleur rouge pour dire que c'est une région à haut risque. C'est extrêmement grave. Il vaut mieux qu'on s'organise pour que dans l'avenir, quiconque va sortir des faussetés pour parler de l'Atakora en mal, sans contacter des autorités locales, que l'intéressé soit traduit devant les juridictions compétentes. Parce que l'Atakora fait partie des meilleurs sites touristiques de notre pays. Exactement. L'Atakora n'est pas le seul coin, mais il y a un certain nombre de coins dont l'Atakora fait partie. À cause de ses montagnes, à cause de son centre hospitalier international de Tanyeta, la chute des cascades de Tanungu. Oui. Nous avons une masse sacrée qui est à la même dimension que la grotte de Dassa et tout ça. Les gens défilent là-bas tous les jours pour bénéficier de la grâce de la mare. Et nous avons d'autres sites comme la grotte de Kosakwagu et puis les montagnards. l'Atakora. C'est des médecins qui prescrivent ça aux malades convalescents pour qu'ils aillent récupérer. Donc les ennemis de la nation, pour empêcher les citoyens d'aller là-bas, inventent des histoires pour bloquer le développement du secteur. Nous devons nous accorder pour arrêter cette pagaille-là. Ce n'est pas bien. Entre-temps, vous avez vu la diabolisation, cette histoire-là, l'assassinat, tentative d'assassinat du maire, oui, où on a braqué les gens psychologiquement. Tout ça là, ce sont des petites infractions qui tournent autour des règlements de compte. Il faut qu'on s'accorde pour surveiller ces faux types-là. Il faut surveiller ces faux types-là, mais le problème est là. Aujourd'hui,
je crois, sur le plan international et sur le plan national également, les gens ont, c'est-à-dire, ces fausses informations, comme vous le dites, ont pollué l'esprit des personnes. Et aujourd'hui, les gens prennent cette zone-là comme une zone à risque, comme vous l'avez si bien dit. Alors, selon vous, aujourd'hui, c'est vrai, le gouvernement se bat pour essayer de, comme vous le dites si bien, de dérougir, si le mot existe, sur cette zone-là. Alors, mon colonel, vous qui êtes du corps et qui connaissez un peu ça, est-ce que aujourd'hui le Bénin a les moyens de vaincre cette situation-là que vit la Dakar pour changer cette donne-là? Ouais, Dieu n'est pas con. Il ne peut pas permettre au Bénin d'être Bénin, ne pas avoir les moyens adaptés pour gérer et combattre nos ennemis locaux. Il y a l'intoxication pour désintoxiquer. Les autres écrivent. Vous qui êtes de la presse, qu'est-ce que vous attendez vous écrire? Ensuite, organiser une descente là. Organiser un élément d'équipe. Vous ne serez pas inquiété. Oui, mais je ne vous coupe pas la parole. Le problème est que, étant classé comme une zone rouge, d'ailleurs, vous ne pouvez pas y aller sans l'autorisation de l'armée dont vous faites partie. Puisque les gens se disent que si vous y allez, d'ailleurs, certains de nos confrères ont été arrêtés dans ce genre de situation. Je crois, dans le PAC W, s'étant rendu là sans autorisation, ils ont été arrêtés. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas s'y rendre sans avoir une autorisation parce que la zone est plus ou moins un peu compliquée. Vous voyez un peu. Donc, s'y rendre, forcément, il faut une autorisation venant de la grande muette dont vous faites partie. Bon, en réalité, soyons sérieux. Oui. Pied à terre. Là. Pour aller là-bas, là, il suffit de téléphoner aux autorités locales pour dire je viens. Pour tel but. Je suis là. Programmez, allons chez moi un jour. Faites-moi une arrivée annoncée. Ce qui est vrai là, il faut qu'on s'accorde pour prendre de la hauteur par rapport à la rumeur, par rapport à l'intoxication, par rapport aux mensonges. Ce n'est pas bien pour nous-mêmes. Il n'y a rien qui va se passer à Malanville sans que Cotonou ne soit au courant avant le coucher du soleil. Il n'y a pas la couleur rouge. Quelle est cette couleur-là? Qui a Boukomé là? Qui a Matéri? Il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, cette histoire de rouge là. Oui. Bon, en notre temps, la couleur rouge symbolisait l'ennemi qui était rouge par rapport au marxisme et tout ça là. Mais chez vous là, rouge là, c'est quoi? C'est le sang de Jésus, non? Bon, donc les chrétiens devraient aimer ça. C'est pour dire que c'est une zone où vous ne devez pas y aller. Parce que d'ailleurs, quand on voit le feu rouge, on se dit qu'attention, il faut s'arrêter. Non, vraiment, c'est un meilleur moment même pour visiter la Dakora parce que le paysage est herbeux, c'est très joli. Et puis, les autorités sont accueillantes. Et vous avez beaucoup de possibilités actuellement. Laissons tomber les trafiquants de rumeurs. Fréquentons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui dépasse les cadres même de l'Atakura, les enfants même de l'Atakura. Personne n'a jamais dit qu'il a besoin d'un secours parce qu'il est en danger. Et l'armée est là-bas pour participer à la protection de la vie des citoyens, pour qu'ils aillent pour des activités champêtres et tout ça. Et ils patrouillent, ils veillent. Et je pense qu'il vaut mieux, si vous avez des points d'ombre, appelez le directeur départemental de la police républicaine pour annoncer votre arrivée, ou bien appeler le chef de corps. Et ce sont des jeunes qui ont pris la relève depuis que nous sommes retraités. Et jusque-là, ils savent mieux que nous. Tout va bien. Tout va très bien. Donc aujourd'hui... Merci, mon colonel. Le président de la République, le président Patrice Talon, a aimé ce beau département. Vous venez de lui donner un nom, Ochado Yamayo. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa prochaine descente, puisque dans les coulisses, vous nous dites qu'il veut avoir un terrain à Boukomé? Et même le nom, que signifie le nom Ochado? Ochado, c'est l'homme de Kuchago. Yamayo, c'est-à-dire que c'est le citoyen tempérant, qui aime la paix, qui prend soin de lui-même et des siens. Et en réalité, il passait son enfance à Boukomé. Et étant fils adoptif,
ne faut pas que je vide mon chargeur, vous dit tout ce qui se cuisine pour lui. Il va chez lui pour des affaires purement de famille. Et il a le droit de réfléchir pour y aller à la demande des propriétaires terriens, des chefs coutumiers. Parce qu'il doit préparer sa retraite, parce qu'il doit construire son tata. Exactement. Parce qu'il doit agir pendant qu'il est encore solide. Après avoir servi l'État, il a besoin de se reposer dans le meilleur endroit. Et il n'y a que le tata qui offre des conditions adaptées à son cas. C'est ça. Voilà. Parole du colonel. Bien. Avant que le colonel laisse son dernier mot, moi j'aimerais un peu cuisiner encore, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a le colonel sous la main. Oui. Alors aujourd'hui, le colonel dit être à la retraite. Mais que fait aujourd'hui le colonel à la retraite? On aimerait quand même savoir. Je suis agriculteur et éleveur. Et j'ai une organisation non gouvernementale que je suis en train d'activer pour contribuer au service de la nation jusqu'à mon dernier souffle. Bon, peut-être que le colonel ne voudrait pas nous le dire, mais moi je pense qu'au regard de l'expérience que le colonel a accumulée durant toutes ces années, et je suis sûr que formellement, ou bien de manière officieuse plutôt, le colonel est instructeur quelque part, parce que toute cette expérience que le colonel a accumulée durant des années, il faudrait qu'il le transmette aux jeunes qui sont là aujourd'hui. Bon, en réalité, je ne peux pas instruire, mais je peux donner l'exemple. Parce que la troupe est à l'image de son chef. C'est ça. Vous savez, le président Patrice Talon, c'est un homme qui aime l'initiative créatrice. C'est un libéral que Dieu a élevé et l'a amené là où il est. Donc, ce que je peux donner comme exemple, c'est d'encourager les gens à ne pas négliger la terre, à faire des efforts, à réfléchir, à être très regardant envers tout ce qui vient du sol, quoi. Mais j'aimerais avoir une dernière question, je vais poser une dernière question au colonel aujourd'hui. Et c'est vrai, je veux avoir l'avis du colonel sur ce phénomène qu'on appelle le phénomène Gaiman, où beaucoup de nos jeunes qui, comme il le dit, doivent porter le pays, se retrouvent en prison. Quel conseil, en tant qu'exploiteur, a-t-il à donner aujourd'hui à cette jeunesse-là qui se perd? Quel repère il a à leur donner pour que les jeunes puissent prendre conscience et savoir que ce chemin-là n'est pas la bonne? Je ne sais pas. Ce qui est important, je souhaite que les Gaiman là, au niveau du Bénin, en principe, c'est des citoyens hors la loi. Et nous ne pouvons pas dire que ce sont des Béninois aussi. Parce qu'à l'ère de la globalisation, on nous amène de n'importe quoi pour nous faire croire que ce sont les nôtres. Et vraiment, je ne suis pas chaud. Parce que le président Talon, c'est un homme qui a mis tout le Bénin au travail. Donc, quiconque ne travaille pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on puisse localiser ces gars-là, qui est de quelle région. Vous avez vu, nos petits-enfants qui sont de la Dakora là, il y en a plein partout au Bénin. Ils sont allés là-bas à la recherche du sol fertile pour cultiver. Donc, ceux qui sont au sud, il faut qu'ils descendent pour chercher les cailloux, vendre les pierres taillées et tout ça. Mais s'il y a quelqu'un qui ne veut rien faire, bon, nous ne sommes pas sous le royaume des anges. Si ce compte au bout des doigts, on va gérer ça. L'État a un plan pour récupérer les jeunes. Je sais qu'il y a déjà un programme, aussi bien pour les bacheliers que les non-bacheliers, pour les lettrés ou les illettrés. Le pays s'en préoccupe, les partis politiques s'en préoccupent. Moi, ce que je peux faire, c'est de dire aux enfants d'aller au champ comme moi, en attendant. Voilà. Merci, mon colonel. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez un dernier mot à laisser à l'endroit de nos téléspectateurs? Deux choses. Première chose, d'abord vous remercier. Parce que l'occasion que vous me donnez, c'est bien. Il y a d'autres qui pensaient que je suis complètement au champ et que je n'apparais pas comme ça. Merci beaucoup pour l'accueil, la bonne manière. C'est bon, c'est notre modèle. Deuxième chose, le président Patrice Talon est le continuateur des œuvres entamées par ceux qui ont été présidents avant lui. Et je veux qu'il soit clair. Surtout,
il est le coordinateur du travail entamé par le feu général président Mathieu Kérékou. Parce que ce monsieur a réveillé les dormeurs et le président Talon les a mis au travail. Ce sont ces messieurs-là qui constituent des exemples vivants à suivre. Je sais de quoi je parle. J'ai collaboré avec Kérékou. Le président Talon, il est de chez moi. Et je sais que vous êtes dans de bonnes mains. Le pays est un pays de paix où il fait bon vivre. Je vous souhaite beaucoup de possibilités d'avancement. Et puis, on se verra soit chez moi ou ailleurs. Alors, François, on va prendre le colonel Omo. On viendra à Boukoumé. Et comme il a dit, on va visiter d'abord sa ferme déjà. Et avec lui, nous serons en assurance. On va visiter ce milieu-là pour dérougir cette zone-là. Vous intoxiquez ce que les gens disent. Oui, vous allez manger la pâte de venir. Merci, chers téléspectateurs, et merci, monsieur le colonel Pascal Tawes. Merci, chers internautes, d'avoir été là. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout vidé, mais nous avons quand même essayé de toucher les points essentiels. Merci à vous et au revoir. Merci beaucoup.